Monseigneur, tout honneur, nos téléspectateurs, bonjour. Vous allez encore devoir nous supporter, nous subir ou bien nous apprécier pendant 1 heure avec la Dream Team, avec des gens extraordinaires. Nadia sur ma gauche, Nadia Selkal. Bonjour Ça Gérard. s'est bien passé. Très bonne semaine. Très bonne semaine. Une semaine marquée par la fête de la musique qui a été particulièrement magnifique. Je dis magnifique parce que suivie dans une ambiance bon enfant avec toutes sortes de spots et d'ambiances différentes. Alors moi, je me suis cantonnée à Fort-de-France, mais c'était à la limite du carnaval. Et quand je dis carnaval, c'est bien pour l'affluence des personnes. Et c'était l'euphorie. L'euphorie, et encore une fois, dans une ambiance bon enfant, avec des ambiances différentes, et à chaque fois suivi par un public qui avait envie de sortir tout simplement, et qui a sûrement fait la bonne fortune des restaurateurs qui ont vu ça comme quelque chose de bienvenu. Dans une ville qui se meurt. Serge, à toi. Eh bien, j'ai compris ce que ça veut dire être en manque. Vous me manquiez. Je sais ce que c'est. C'est toi qui es d'abord reparti mais dans bon. ton pays là-bas. Hein. Eh oui, mais bon, C'est la bon. terre de mes ancêtres. Mais bon, vous me manquiez et donc aujourd'hui, je suis heureux. Je pense que c'est le plus bel hommage qu'on puisse vous faire et qu'on puisse me faire. Je le prends pour moi aussi. Ah, bien sûr. Mais imagine-toi que tu nous as manqué aussi. Eh oui. Alors, il faut que je te donne un message d'une amie de Guadeloupe qui m'a téléphoné, qui a fait le tour. Je me répète, chers auditeurs, excusez-moi, mais il n'était pas là. Qui s'est répandu vraiment en hommage, en admiration pour vous tous. Et de toi, elle a dit oui, Tali qui a les yeux clairs. On dirait quand on En s'attend. Martinique, les yeux clairs, c'est pas court. un problème. Ah non. Non, moi ça va très bien. Je réfléchis à cette notion de yeux clairs, effectivement, qui est ambiguë, quoi, qui montre toute l'ambiguïté qui peut éventuellement caractériser. Il a écrit un livre qui s'appelle Tivilat. Tivilat. Bon, t'as ça. Nickel, ça va très bien. On va parler de la fête de la musique. Oui, on va peut-être développer. parler de Big Jazz Collective aussi, parce qu'il Absolument. y a des choses qui sont merveilleuses, qui sont passées, qui sont très prometteuses, en fait. De pour bonnes nous et pour informations. notre territoire. Quoi. Madame. Oui, je Marceline. trouve que je n'ai pas suivi en direct, mais j'ai bien vu les images de la fête de la musique. C'est une bonne chose. Dès qu'on a la possibilité de se rassembler pour partager, moi je trouve que c'est magnifique pour le bien vivre, n'est-ce pas? Et puis il y a la musique, mais il y a aussi le théâtre, puisque à l'occasion de l'anniversaire de la mort d'Aimé Césaire, qui est né le 26 juin, il y a la reprise de sa pièce la tragédie du roi Christophe au théâtre Aimé Césaire. Donc je trouve que Plein de symboles. Absolument. Combien de temps après la sortie? 50 ans après? Après quoi? La première sortie de... Oh, ben là, tu me demandes trop, là. Oui, c'est 50 ans. C'était une fausse question. C'est une question-réponse. Le service des urgences de l'hôpital, beaucoup moins gai, excusez-moi, mais que voulez-vous, c'est mon rôle. Le service des urgences de l'hôpital Pierre Zobda Kitman ferme dorénavant ses portes au public la nuit. Boum. Il faut désormais appeler le 15 avant de s'y rendre de 19h à 7h du matin. Le service étant surchargé et en tension, nous dit-on. Alors, mon commentaire est que le service des urgences est comme la juridiction des référés au sein d'un tribunal. Il y a des situations qui demandent un règlement immédiat. Il en est de même pour la médecine. Un service des urgences fermé la nuit peut signifier une prise en compte tardive du patient et des conséquences graves. Je suis vraiment convaincu de ça. Je n'ai pas de solution. À AgroParisTech, 17 étudiants et étudiantes, élèves ingénieurs, déclarent avoir subi un ou plusieurs viols, 131 agressions sexuelles. Bon. Mon commentaire, c'est que plus finalement on est libre sexuellement, plus on prône la liberté sexuelle, les mœurs, etc., plus apparaît simultanément apparaissent des informations portant sur des agressions, portant sur vraiment des attouchements de personnages en charge d'équipes sportives ou d'hommes politiques. Enfin, qu'est-ce qui arrive à cet homme qui est un homme responsable qui puisse faire ça? Alors peut-être aussi que, comme j'ai écrit, je me réfère à mes fiches, que avant, ça restait caché sous le morceau, et que maintenant, on en parle beaucoup. La nouvelle ministre des Outre-mer, Yaël Braun-Pivet, a fait savoir son intérêt pour le poste de présidente en l'occurrence, de l'Assemblée nationale après la défaite de Richard Ferrand aux législatives. Pour devenir un 4e personnage de l'État, selon le protocole républicain. Et la ministre a remporté, on le rappelle, son duel dans les Yvelines face à Sophie Thévenet de la NUPES.
Alors, on a une ministre qui est nommée, on regarde un petit peu, on trouve une photo où elle tient dans ses bras deux Antillaises, on est content, c'est une femme, on est très fiers. Jeune homme. Parce que nous fonctionnons à l'affection. Hein. C'est pas faute de nous. Hein. Nous, il faut qu'il aime nous. Il faut que l'homme aux yeux bleus, il nous aime. Il faut que nous aussi, on l'aime en contrepartie. Et puis, alors qu'en réalité, on se rend compte que tous les gens qu'on nous envoie, ou la plupart, ce sont des gens qui font leur carrière. C'est des professionnels. Il n'y a pas d'affection. Mais tous. Il n'y a pas d'affection. Il n'y a pas d'affection. C'est un boulot. Alors, oui, mais le problème, c'est que nous nous positionnons, nous, en personnes qui cherchons à aimer celui qui vient s'occuper de nous. Et donc, c'est une réalité. Puis je me demande pourquoi il ne faudrait pas qu'on aime les gens qui viennent et que les gens qui viennent nous aiment. Pourquoi ça serait un gros mot que d'avoir une relation fraternelle avec des gens qui viennent s'occuper de pays avec un chômage endémique, avec un problème de drogue, avec un problème de mal développement. Pourquoi il ne faudrait pas qu'il y ait un petit peu de lien? J'arrête. Mon inquiétude unique devant le journalisme actuel, c'est l'état de surexcitation nerveuse dans lequel il tient la nation. Aujourd'hui, remarquez quelle importance démesurée prend le moindre fait. On est bien placé pour le constater. Quand une affaire est finie, une autre commence. Les journaux ne peuvent pas vivre sans cette existence de casse-cou. Si des sujets d'émotion manquent, ils en inventent. Émile Zola, Le Figaro littéraire, en 1888. C'est pas une dystopie. Ça date déjà comme ça. La Cour suprême américaine a refusé au groupe allemand Bayer, propriétaire de Monsanto, de se saisir dans une affaire liée à son désherbant en Roundup. Je vais demander à Maître Marcelline de vous expliquer le principe par lequel une juridiction suprême peut ne même pas entendre une autre fois les plaideurs. Elle va le dire tout à l'heure. Ouvrir la porte à des indemnités de plusieurs milliards de dollars en ne se saisissant pas du dossier. La haute juridiction a rendu définitive une précédente décision judiciaire condamnant le groupe à verser 25 millions de dollars à un retraité qui impute son cancer au désherbant à base de glyphosate. Enfin, en deux mots, pour ne pas embêter Daniel, c'est lorsque une haute juridiction, Cour de cassation ou celle-là, se rend compte que les arguments sont tellement peu ne concerne pas sa compétence, son champ de compétence. Merci, c'est vraiment collaboratif. Elle n'entend même pas faire, elle renvoie le dossier à son expéditeur. Jingle, 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 j'ai écrit ça, jingle, jingle, actualité. Une petite parenthèse qu'on va faire, j'appelle ça la quête éperdue de majorité parlementaire. Je confie ça à deux bapipis, Serge et Christian. Simultanément, tour de rôle, il y en a comme vous voulez. Oui. Emmanuel Macron serait, dit-on, devant un casse-tête gouvernemental. Yes. Il faut préciser, repréciser qu'il obtient 245 députés sur 577, la majorité étant de 289. Ça change du confort du premier quinquennat. Mais avant de répondre à la question, la situation me paraît drôle. Mais oui, moi je trouve des trucs à rire à n'importe quel moment. Souvenez-vous, les commentaires fustigeaient la domination macroniste. Genre, cette trop grande majorité, ça c'est pas démocratique. Ce système est devenu jupitérien, ultra-présidentiel. L'Assemblée est une caisse de résonance aux ordres, etc., etc. Et puis maintenant, on a quelle catastrophe! Sans majorité, c'est ingouvernable. On va dans le mur, la France est foutue. Bon, vous allez choisir. Moi, ça me rappelle que l'être humain est fait de contradictions. Quand tu as une majorité, ça t'enquiquine. Quand tu n'as pas de majorité, ça t'enquiquine. Alors, ce préalable posé, le président de la République a 4 options qu'avec Christian, on essaiera de faire en mode ping-pong. Vous voyez, je fais ping-pong, ping-pong. Alors, je commence. Option numéro 1. C'est l'option à la carte. Ce sont les débauchages individuels, c'est clair. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République, et son Premier ministre devront convaincre 44 députés, je dis bien 44, que la Macronie est plus belle, plus accueillante, plus ensoleillée, qu'il vaut mieux s'asseoir de ce côté-ci de l'hémicycle que de l'autre côté. Il s'agit donc de demander à 44 hommes et femmes élus démocratiquement de trahir leurs électeurs. Une bien belle façon de réconcilier les citoyens avec la politique et de permettre l'augmentation de l'abstention. La méthode pourrait fonctionner avec 4 ou 5 girouettes, bon, on l'a vu. Avec Mitterrand, par exemple, mais un vol de moineau de 44, c'est dur pour le chasseur. Mais bon. Ping, la balle passe dans le camp de Christian, l'ambassadeur. Alors, quand même, je pourrais ajouter que dans cette question d'option à la carte, on avait déjà vu, par exemple, François Mitterrand en 88, qui avait été très astucieux, puisqu'il manquait 15 sièges au Parti socialiste pour avoir la majorité, et François Mitterrand avait débauché des gens.
Donc, il te promet ci, il te met au gouvernement, tu sors de ton truc pour venir chez lui. Donc, c'est une manière. Alors, Rocard a été confronté à ça, puisque Michel Rocard, il n'avait pas eu de majorité. Et je vous rappelle que 28 fois, ils ont utilisé le 49-3. Le 49-3, rappelons, si vous voulez, c'est les ordonnances qui passent. Passer en force. Passer en force. 28 fois. Et d'ailleurs, ils ont limité la possibilité de recours. Alors, ce qui fait, écoutez-moi bien, c'est qu'on ne peut utiliser dorénavant le 49.3 que 2 fois par session parlementaire. Et seulement dans un secteur limité aux finances Voilà. publiques. Et une seule fois dans le cadre du projet de loi de finances. Alors, quand on pense que Marine Le Pen pourrait être présidente de la commission des finances, on peut se poser des questions. Je te laisse pour parler de l'autre option, c'est l'option de l'ambassadeur. Donc l'ambassadeur au Parlement européen, c'est la négociation au coup par coup entre les différents groupes. Il n'y a pas il y a plus de 700, je me souviens plus, il y a plus de 700 députés européens et il n'y a aucun groupe dans la majorité absolue. Donc chaque fois qu'une loi est votée au Parlement européen, c'est parce que les 3 groupes principaux ou 2 groupes principaux et un autre ont pu se mettre d'accord et tout. Donc c'est ce qu'on a appelé l'ambassadeur. La troisième option est dite contractuelle. Elle est plus simple, plus opportuniste, peut-être pas très morale, on peut en discuter. Il s'agit de faire un pacte, une alliance avec un groupe d'opposition, par exemple les LR. D'ailleurs, Jean-François Copé, dès le soir, a dit qu'il est d'accord. Il a dit qu'il est d'accord, Copé, parce que du côté de la NUPES, ça paraît plus compliqué. Je n'ose imaginer un contrat avec Marine Le Pen. Ah oui, il s'appelle d'accord pour c'est Christian Jacob, le boss, le patron des LR, qui a dit non et qui freine des 2 pieds. Je ne sais pas si ces 2 pieds seront suffisants, mais bon. Ça, c'est la troisième. Et la quatrième, elle est appelée bisounours. Hein. C'est le concept de l'union nationale. Hein, c'est le gouvernement d'union nationale sous le modèle un peu de la Suisse. La Suisse, c'est comme ça. Mais c'est une option qui paraît difficile parce que ça suppose bien évidemment une union de tous les partis. Alors, il y aura une possibilité d'intégrer LFI, la NUP et toutes les autres petites parties. Et le Rassemblement national, c'est quelque chose qui est, à mon avis... pour le moment impensable en France. Voilà, c'est ça. Oui, juste pour dire que je peux mettre un billet. Je peux pas, je fais un pronostic, je joue la 2. Je joue la 2 à l'arrivée, je ne sais pas à combien contre 1. Je me dis, si ça marche pour plus de 700 députés, pourquoi ça ne va pas marcher à 577? Donc on le joue au coup par coup. Sinon, mais tout à l'heure, je vais parler d'une autre possibilité. Ouais, en tout cas, pour résumer, je peux dire que, bon, on connaît Macron, qui a son intelligence, et je pense qu'il est contraint au compromis, forcément. Et il va forcément, à mon avis... peut-être trouver les compromis qu'il faut. Il est assez débrouillard. Sous la Ve République, il y a bien d'autres cas de cohabitation. Oui. Alors, pour gouverner, donc, le président de la République, c'est la Constitution, charge un Premier ministre de constituer un gouvernement avec son groupe majoritaire, avec ses alliés. Et en général, bon, quand il y a la majorité, ça baigne. Il n'y a pas de souci. Dans le cas contraire, donc avec une victoire de l'opposition, on tombe dans ce qu'on a appelé la cohabitation. Alors, c'est-à-dire que le président et le Premier ministre habitent ensemble sans être mariés, en quelque sorte, ou comme un couple en instance de divorce, ils ont même cas là, mais bon, comme ils n'ont pas de loyer à payer, donc ils restent ensemble. Ça peut marcher. Ils ne sont même pas paxés. Oui, mais ce ne sont pas le cas. C'est pas le cas. Non, mais c'est comme, j'ai dit comme. C'est ce qui s'est passé de mars 1986 à mai 1988 avec François Mitterrand et Jacques Chirac. Puis de mars 1993 à mai 1995 entre François Mitterrand, qui est spécialiste, et Édouard Balladur. À l'époque, la droite avait remporté 472 sièges sur 577. Ça s'appelle un raz-de-marée. Même scénario avec Jacques Chirac, président, et Lionel Jospin, Premier ministre de 1997 à 2002. La réflexion que je peux faire, c'est que c'est peut-être pas si mauvais que ça. Chacun doit se montrer vigilant, soucieux de son image. On parle même de courtoisie. D'ailleurs, entre Balladur et Mitterrand, ils appelaient ça la cohabitation de velours. Et même au début, entre Chirac et Jospin, c'était très bisounours. Bon, après, c'était un petit peu tendu. Alors, et ce ne sont pas les pires périodes de l'histoire de la République française, ni même de la Ve République, les périodes de cohabitation. Mais l'autre cas de figure en cas de majorité absolue, c'est ce que nous évoquons là, c'est ce qu'on appelle la majorité relative, ou qui est la majorité simple. Il y a un groupe qui a plus, il a plus que les autres, mais il n'a pas assez pour être tout seul. Donc, il doit jouer à ce que nous venons de décrire.
Pour rappel, hein, juste pour faire, parce que Christian a parlé du fameux 49-3, Rocard, Cresson et Bérégovoy, qui étaient les premiers ministres de Mitterrand, comme il n'avait que 275 députés, ils ont joué au 49-3, ce qui a permis de modifier la Constitution, comme Christian vient de le dire. Parce que, petite précision, quand vous utilisez le 49.3, l'Assemblée nationale a la possibilité de voter une motion de défiance, qui a été votée 5 fois, mais Rocard est passé entre les mailles du filet. Je sais que c'est passionnant que tu nous as emporté sur les délices du droit constitutionnel et principalement relatif au Parlement. Juste pour dire que le président peut encore dissoudre l'Assemblée nationale. On va quand même rester un petit peu dans le même secteur. C'est la possible désignation à la présidence de la commission, beaucoup moins de temps cette fois-là, de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, à l'Assemblée nationale d'un député du Rassemblement national, autrement dit, Madame Le Pen. Ah oui, c'est nous. Alors, c'est nous, donc on va aller vite. Hein. On va aller vite parce qu'on va être efficace et parce qu'on va parler d'argent. On parle d'argent et on parle de l'organisation de l'Assemblée nationale. Assemblée nationale qui est donc composée de commissions, parmi lesquelles la plus importante, la commission finances. Cette commission finances, entre les règles tacites et la loi, l'idée générale, c'est qu'elle ne peut pas être présidée par quelqu'un de la majorité. Dans une situation comme la nôtre, qui est une majorité relative, c'est toute la question qui est posée, avec en filigrane la possibilité de donner au Rassemblement national, enfin, les clés de... Non, il ne faut pas y compter. Les clés des finances nationales. Oui, alors, non, parce que... Alors, c'est vrai, je pense qu'il faut quand même qu'on retienne le libellé de la loi constitutionnelle qui prévoit que la présidence de la Commission des finances revient à un député d'opposition, puisque ça a été une loi. Le texte dit que nul ne peut être élu à la présidence de la Commission des finances qu'un député appartenant à un groupe s'étant déclaré d'opposition. Alors déjà, ça explique pourquoi tous les groupes, même ceux qui ont l'intention après de faire alliance avec la majorité sur certains points, se déclarent dans l'opposition, parce que c'est la seule façon pour eux de proposer quelqu'un à la présidence. Ensuite, le texte dit un député appartenant à un groupe s'étant déclaré d'opposition. On n'a jamais dit que c'est le groupe majoritaire. Donc c'est quel que soit le groupe d'opposition. À l'heure actuelle, le Rassemblement national, et c'est vrai, celui qui arrive après la majorité, celui qui a le plus de voix, avant la France insoumise. Mais il se trouve que dans l'opposition, il y a la France insoumise, il y a le Parti socialiste, il y a les LR, le Parti communiste et les Républicains. Donc par conséquent, ces 5 groupes-là peuvent proposer. Qu'est-ce qui va se passer ? Le Rassemblement national, alors, ils ont déjà donné leur candidat, c'est un dénommé Tanguy. À l'heure actuelle, c'est vrai que la France insoumise envisage de présenter quelqu'un. Mais a priori, si l'on veut que ça passe, puisque la NUP est majoritaire dans les groupes d'opposition, il y a de fortes chances que ce soit une candidate du Parti socialiste qui soit candidate à la Commission des finances et qui soit élue, parce qu'on va préférer que ce soit une présidente du Parti socialiste plutôt que ni la France insoumise ni le Rassemblement national. De toute façon, il y a un vote alors tout se joue jeudi, hein, c'est le 30 juin. Il y a un vote et c'est bien évident qu'au résultat des courses, ça va être l'opposition de gauche qui va l'emporter. Oui, mais tout dépend de quel candidat de l'opposition de gauche. Oui, mais ils vont se débrouiller, se mettre d'accord avant. 4 députés, une seule voix pour la Martinique, c'est un communiqué de cette chimie. Ça paraît anecdotique et banal. C'est pourquoi j'ai voulu que vous parliez de ça. Mais ça peut prendre 30 secondes, c'est parce que je relis ça au sujet d'après, qui est le congrès des élus de la Martinique. Alors, je vais donner des éléments. Le président du conseil exécutif adresse ses félicitations à tous les députés. Déjà, il puis tout le monde. Déjà, premier point. Tu vois où je veux en venir. La collectivité territoriale de Martinique est d'ores et déjà prête à travailler de concert avec ses relais nationaux pour porter ensemble et en cohérence les intérêts des Martiniquais et des Martiniquaises. Ils signent ça, ils ne feront pas de fleurs particulières à Jahar, ils bien puis tout le monde c'est monde.
dans le contexte. Vous avez quelque chose à dire? Oui, une seule voix pour la Martinique, je trouve ça sympa. Ouais. Qu'un ancien député fasse une proposition qui ne s'est jamais appliquée. Comme dirait mon père, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Bon, puisque je rappelle que tous ils sont à la NUPES, Ajar va siéger au PS, Nadeau devrait siéger à Europe Écologie Les Verts. Logique. Bon, il n'a pas pu me confirmer encore. Nilo sera à la France Insoumise, et puis j'attendais le scoop, mais bon, je n'ai pas pu vous le donner. Giovanni William devrait être au GDR. Tous NUPES. Explique-nous en deux mots. Explique-nous, groupe voilà. démocratique, Voilà. gauche démocratique et républicaine. républicaine. Juste pour dire que dans ce groupe, on va retrouver deux jeunes réunionnais, c'est-à-dire comme Giovanni William de moins de 40 ans. Une jeune dame qui s'appelle Emeline Kabidi, donc il faudra la suivre. Et puis un jeune homme, un monsieur qui s'appelle Frédéric Maillot, qui vient du Chaudron, le quartier chaud de Saint-Denis, qui est travailleur social et qui est chanteur de dancehall à Saint-Denis à La Réunion. Il faudra les Élu suivre. député. Dans la foulée, on passe au sujet d'après, sauf si Christian a quelque chose Non, à dire ça va, là-dessus. je pense que... Dans le cadre de la préparation de la réunion du Congrès des élus de Martinique, la commission ad hoc se réunira sous la présidence du président d'Assemblée Martinique, Lucien Salibert, le mercredi 22 juin, voilà, Mhm. On est dedans. à 15h30. Je vous rappelle, comme ça, sans provocation, de vous souvenir du Congrès qui, à l'unanimité, avait voté le changement statutaire dans l'année, historien, qui a précédé l'Assemblée unique. Qui a Peut-être précédé 2001, mais je ne suis Ouais, pas voilà, sûr ouais, c'est dans ces eaux-là. Bon, espérons que ce prochain congrès aura un aboutissement plus heureux. Alors pourquoi j'ai relié ça au sujet d'avant, où maintenant, Serge Letchimy, il est bien que tout le monde, il faut qu'il ait tout le monde, parce que le congrès est composé de... Qui peut me dire ça, brûle pour point? De tous les élus de Martinique, à savoir les 60 conseillers de la collectivité territoriale, conseil exécutif et assemblée, j'ai des maîtres qui vérifient que je ne dise pas de bêtises, les 34 maires et les députés. Ça y est, les élections Y compris le législatives député européen. Les étant parlementaires, passées, Les parlementaires aussi, sénateurs aussi. Puisque nous avons un député député européen, européen. la personne de Max Horville. Max Horville. Voilà. Donc ce n'est pas le moment pour nous fâcher. Jingle, 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 société. J'avais fini. Ouais. Des vocations sacerdotales chez les hommes mariés. Mais Ah oui. pas seulement ça. Ah oui, pas seulement. Mais avant, il faut que je fasse ma précieuse 2 secondes pour vous dire l'histoire des prêtres mariés, ça remonte au Concile de Latran, 1139. C'est fait. Donc, 12e siècle, juste avant ça, il était toléré que les prêtres soient mariés. Et 800 ans plus tard, enfin presque 900 ans plus tard, la question revient sur le sujet, la question revient plutôt sur le tapis. Et plus généralement, finalement, c'est se dire, est-ce que l'idée, c'est bien servir Dieu et les hommes, en l'occurrence, donc répondre aux besoins de la société humaine et l'homme dans son développement intégral. Et la question sachant qu'il y a de moins en moins de prêtres, il y a une fuite des vocations, savoir si le fait d'être marié est contradictoire au sacerdoce. Donc c'est un peu ça l'idée générale. Et avec cette idée vient d'autres, toujours d'ouvrir le sacerdoce et finalement le service aux frères et sœurs, qu'importe leur obédience, mais surtout l'obédience catholique, puisque c'est bien de la religion catholique dont il est question. Savoir que les personnes avoir un petit peu plus d'ouverture et ouvrir le dogme, sortir du dogme qui est complètement descendant et qui dit juste les règles, et plutôt ouvrir l'Église à la réalité de la société actuelle. Quelle est la réalité actuelle? Alors, on parle donc de personnes qui sont mariées, donc qui sont par exemple divorcées. On parle aussi de personnes qui sont homosexuelles. Et tout le monde se souvient de ce qu'avait dit le pape, c'était presque au début de son pontificat, en revenant d'un voyage, je ne sais plus lequel, en tout cas dans l'avion, il avait dit, si une personne est homosexuelle et qu'elle recherche Dieu, qui suis-je pour la juger? Et là, ça avait été Répète ça. Ok, je reprends. Il dit, mais si une personne est homosexuelle et que cette personne recherche Dieu, qui suis-je pour la juger? Et ça, de la part d'un pape, donc celui qui détient les clés et qui détient par conséquent le dogme, ça relève d'une telle ouverture et d'un tel champ de possibilités que ça a vraiment, jusqu'à présent, on en parle encore. Et avec ça, donc, vient une certaine ouverture à se dire, mais
Est-ce que l'Église aujourd'hui n'a pas nécessité d'être plus accueillante? Et plus accueillante, c'est aussi ces fameuses personnes mariées, sachant que personnes homosexuelles, sachant justement qu'il n'est pas question de changer le sacrement, donc du mariage qui serait lui réservé aux personnes hétérosexuelles. Et puis, c'est en gros les prêtres mariés, homosexualité, etc. C'est bien se dire que l'Église, elle s'ouvre au monde et elle est non pas décalée par rapport à la société, mais elle est complètement dans la société avec donc un message renforcé, j'ai envie de dire renforcé par les temps qui sont vraiment présents. Et là-dessus, je fais encore une fois référence à la pandémie, mais aussi à l'invasion en Ukraine, où on a vu que de plus en plus ces questions. On parlait la fois dernière de Davos sur le développement économique. Ces questions sociétales, je sais que vous n'aimez pas le mot, mais ces questions vraiment sociétales, elles prennent une dimension spirituelle sans être strictement spirituelle, mais bien le développement intégral et total de l'être humain. Le cardinal Reinhard Marx, qui est archevêque de Munich, a relancé le débat, puisqu'il a encore d'autres fonctions, mais je ne vous dirai rien, moi non plus, ne sont pas l'agérique. Et il a effectivement évoqué la question du célibat, il a évoqué la question des couples divorcés, mais également de la position des femmes au sein de l'Église. Alors, la position des femmes au sein de l'Église, c'est une question qui est vraiment ancienne et qui, encore une fois, là-dessus, le pape, il a été encore proactif en nommant dans l'organisation, c'est aussi les finances, une femme à ce poste, sachant que c'est une laïque. Et encore une fois, il y a de moins en moins de personnes qui ont la vocation. Et pour le coup, il y a beaucoup de femmes qui suivent. Mais pour célébrer, donner les sacrements, célébrer les différentes instances et finalement servir au même titre que les hommes, la question de que faire des femmes, pourquoi les cantonner. Et là, en disant cantonner, c'est presque un jugement de valeur. Pourquoi les cantonner à des tâches qui seraient subalternes par rapport à la liturgie? Ça vient aussi, c'est une question qui pousse également. Très bien. Avez-vous quelque chose à ajouter, vous les spécialistes de tout? C'était le toi qui as découvert l'importance de la foi et des religions, dans tes pérégrinations d'animateur et de producteur d'émissions. Non, mais pour l'instant... j'enregistre. Mais je note que les religions ne sont pas complètement réactionnaires. Oui, mais on pourrait ajouter aussi, pour compléter ce qu'on appelle les religions du livre, donc il y a la religion catholique, mais il y a également l'islam et les juifs, qui a des femmes imams et qui a des femmes rabbins. Oui. Puis il y a même aussi, dans l'une des religions, il y a aussi des couples de même sexe, enfin, qui ont des fonctions, Bon, on ne va pas approfondir. Les presbytériens. Les presbytériens. Il y a un couple de... Les anglicans. Les anglicans acceptent les femmes. État civil, au 1er juillet, les demandes de changement de nom simplifié se feront directement en mairie. Tout ça est détaillé dans une circulaire qui met en application une loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom. Tout ça va se dérouler à partir du 1er juillet, donc c'est tout près. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à une grande spécialiste du droit des personnes de vous informer sur le how-know de cette affaire, le savoir-faire. Oui, alors cette nouvelle loi, comme tu dis, qui simplifie, c'est important de le noter, s'adresse aux noms transmis par filiation, pour bien savoir dans quel domaine on se situe. Alors quand un enfant naît, en général, on lui donne un nom, il peut avoir le nom de son père, le nom de sa mère ou le nom des deux. C'était avant. Il s'avère que dans la majorité des cas, 85%, c'était le nom du père qui était transmis. Et quand il fallait changer ce nom, il fallait utiliser une procédure qui était un peu compliquée, parce qu'il fallait s'adresser au garde des Sceaux, il fallait avoir un motif légitime, il y avait un temps qui était très long et il fallait une publication. Et donc, on s'est rendu compte avec l'évolution des choses, notamment après les divorces, dans des cas d'inceste, dans des cas où il y avait donc pour un besoin de changer de nom, qu'il fallait simplifier. Et alors, on est passé d'une procédure donc très compliquée à une procédure très simple. Maintenant, une fois dans sa vie, une seule fois dans sa vie, on a le droit de changer de nom, de choisir le nom qu'on veut, c'est-à-dire effectivement soit le nom de son père, soit le nom des deux. Pas totalement qu'on veut alors. Non, parce que il y a toujours la possibilité, si on a un motif légitime pour changer de nom,
On peut toujours faire l'ancienne procédure, ça c'est pas possible. Mais là je parle de noms légitimes, savoir ridicule ou oui, voilà, ou bien obscène. imprononçable. Là, je parle des noms transmis par filiation. D'accord. Donc, quand on dit changer de nom, c'est le nom du père, de la mère ou le nom des deux. Et la procédure, c'est qu'on va à la mairie, il y a un formulaire qui a été transmis aux mairies, dans lequel on remplit le formulaire et on dit voilà, je veux changer de nom, je veux m'appeler comme ça. Et vous avez. Non, c'est pas fait, il faut un délai de. Merci Nadia, il faut un délai de réflexion 2 mois. Et on revient un mois après, on dit je me tiens, je veux changer de nom. Et c'est fini. Il n'y a plus d'autres procédures. Donc c'est-à-dire que pour des tas de personnes qui n'osaient pas avant utiliser l'ancienne procédure parce qu'elle était trop lourde, elles auront cette possibilité de vouloir changer de nom. Alors il faut comprendre que pour les majeurs, à partir de 18 ans, bien sûr, il y a ils y vont tout seuls. Il y a des cas, pour les enfants qui sont mineurs, c'est aussi possible, mais c'est soit l'autorité parentale conjointe, soit le juge des affaires familiales qui tranche en définitive. Mais c'est quand même important parce qu'entre la naissance de l'enfant et sa majorité, il peut y avoir un tas de situations qui se sont produites et qu'il faut que... Tu veux dire que les parents peuvent procéder à la formalité pour leurs enfants? Oui, ça c'est aussi possible. Mais il faut un accord ou bien c'est le juge qui tranche. Mais prenons le cas, parce que c'est plus simple, de la majorité à 18 ans, tout seul on décide. À 18 ans, je ne veux plus porter le nom de mon père parce que soit il m'a violée, soit il y a eu un inceste. Je ne veux pas porter son nom. Donc, on peut aller décider, dire à la mairie, sans dire pourquoi. Sans dire pourquoi, je veux changer de nom. Pour X raisons aussi. Je ne veux pas de son nom sur ma tombe, évoque Oui, par exemple. Mais entre le 18 ans et la tombe, quelquefois, il se passe beaucoup de temps. Donc, il peut y avoir des tas d'actes de la vie où on ne veut pas porter ce nom-là. Donc, moi, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est 1, à partir de 18 ans, 2, qu'il n'y a pas besoin de motif, 3, que c'est très facile puisqu'il suffit d'aller à la mairie. Très bien. Nous allons passer à la culture. Donc, ça exige, mais indispensablement, un magnifique jingle concocté par la technique. Christian m'a tarabusté, il m'a tisonné, il m'a titillé. Il faut que je parle de plasticien, le Chevalier, Goedeman. Alors, j'ai connu Marc Le Chevalier avec son épouse et son frère parce que ils font de la musique depuis très longtemps. Ils enseignent la musique, ils sont vraiment branchés dans la transmission. Ils ont même eu l'occasion de participer au festival Big Jazz à Saint-Pierre. C'est la famille de Pierrotin qu'on avait. Voilà, Okay. Tout à fait. Et puis, en allant à l'Atrium l'autre jour, où j'ai vu l'exposition de Nabajot, quelques temps après, je regarde, il y avait une exposition de l'autre partie de l'Atrium. Et je vois ce jeune, il s'appelle Marc Chevalier, le Chevalier. Et donc, je ne sais pas s'il y a les images, non? Non. Oui, elles y sont là. Mais écoute... elles y sont, mon ami. Alors, sa thématique, c'est cosmologie, cosmologie féminine. Alors, cosmologie, qui dit cosmos, c'est l'évolution de l'univers dans son ensemble. C'est la science des lois physiques de l'univers. Et donc, il a situé la femme dans cette cosmologie. Et un petit peu à l'instar de Nabajot, il a fait plusieurs représentations d'expression féminine. Alors là aussi, j'ai été assez séduit parce que je ne le savais pas du tout créateur pictural. Et ça montre effectivement la diversité de ce jeune. Et donc, j'ai considéré qu'il était utile de lui faire un clin d'œil et de partager avec vous la connaissance de ce travail et puis d'inviter, bien sûr, ceux qui nous écoutent à aller voir Nabajot jusqu'au 16 juillet et aussi Marc Le Chevalier. En même temps, au même endroit. Oui, c'est au même endroit. Il est fort. Il y a plusieurs Sonder la cosmologie féminine, c'est une plongée. Oui, il est fort. C'est une plongée Mais la terrible capacité de la création, c'est une plongée extraordinaire de la cosmos. Oui, Oui, de quoi je veux parler. Et puis ce qui est merveilleux, c'est, si vous voulez, les thématiques qui sont prises par ces gens-là, par ces créateurs picturaux. C'est toujours quelque chose qui vont dans l'espace, dans la métaphysique. Vous voyez, c'est une représentation de l'imaginaire. Oui, tout à fait. Merci. Je pense que la Martinique gagnerait un petit peu à fréquenter ces gens-là avec Non, mais c'est très intéressant. Les élus, par exemple, avoir cette Il faut absolument des médias positifs. Télé, radio, les questions des galeries, c'est important. Les galeries d'art, les galeries picturales, c'est important. Vous voyez, et je pense qu'à Fort-de-France ou ailleurs, il faut favoriser tout cela, quoi. C'est le cas. Quand je dis c'est le cas, c'est vrai qu'il y a une grande capacité de création, notamment picturale en Martinique. Et si on n'a pas forcément de nombreux sites dédiés pour les expositions, on peut noter la très grande ingéniosité des différents espaces qui deviennent
lieu d'exposition. Et aussi bien les restaurants, la bibliothèque Schellcher, Tout à tous fait. les Les espaces sont des... ouais. L'hôtellerie aussi. Et donc, c'est bien aussi, avec cette ingéniosité et cette souplesse, on est bien aussi dans la médiation culturelle, parce que ça met vraiment l'œuvre à la disposition du public et de tous les publics. Un peu de provoque. Les grilles de la préfecture. Avec Oui, les- oui, oui. Ils sont l'occasion Et d'exposer en des même temps, photos on de soutient belles la filière expositions. professionnelle, parce que c'est une filière professionnelle également. Il y a beaucoup de gens en Absolument. Martinique. Et Absolument. on peut ajouter aussi que vient de s'ouvrir à la Fondation Clément Très bien. une exposition avec Très trois artistes Oui. antillais. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que l'exposition des artistes antillais qui se fait à la Fondation Clément, les tableaux sont relativement chers. Parce qu'on a tendance à se dire, ouais, mais c'est nous, pourquoi c'est... Et les gens achètent. Ouais. Et Il les y a des gens processus achètent. de défiscalisation aussi, il ne faut pas oublier ça. Hein. Il faut le rappeler, quand on achète un tableau, on a la Effectivement. capacité Effectivement. de Mais pas pouvoir plus déduire d'aspect. une partie. On va accorder le temps qu'il faut, je le dis d'emblée, pour qu'il n'y ait pas de mine contrite, parce qu'on a pris le temps des femmes Vous l'avez entendu, alors. sur les nouvelles pistes de la créolité avec le Martiniquais Géry Létang. Madame, je vous en prie. Donc, on avait réagi avec légèreté, hein, pas du tout avec Oui. des mines. Ah oui, oui, oui. Alors, donc, Je suis Géry je suis Létang, très susceptible, moi. on a C'est connu. fait Et tu constat. entends J'entends tout. Donc, c'est à propos de la sortie du livre de Géry Létang qui s'appelle La désapparition. Alors, Géry Létang est connu parce que c'est quelqu'un qui a fait des études de lettres, d'anthropologie et qui enseigne l'anthropologie à l'Université des Antilles. C'est quelqu'un qui a déjà écrit beaucoup d'articles, qui a sorti un roman qui est Fillette Lalo, mais il a écrit des articles sur l'indianité, sur l'art dans l'indianité, et il a écrit sur le livre sur la peinture. Donc là, il sort un roman. Les peintres martiniquais. Il a participé à ce... Là, il sort un roman qui s'appelle donc La désapparition. Et il l'appelle roman, mais ça pourrait être intitulé un conte ou une fable, parce que l'histoire, c'est le bateau qui amène les marchandises en Martinique. Il quitte le port français, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas en Martinique. Et puis, il n'y a pas que le bateau qui n'arrive pas, il y a l'avion qui n'arrive pas, et puis il n'y a pas de connexion. Donc, la Martinique est livrée à L'île. elle-même. L'île, la Martinique. Il ne dit pas que c'est la Martinique. Martinique, oui, Oui, oui. Enfin, on sait que c'est la Martinique, parce que quand il parle du Mais ça- Lamentin, mais- il dit le Mamontin, donc on Oui, ça comprend peut être la que- Réunion, ça peut être c'est lié à, Oui, voilà. à Et tout, donc, à tout donc l'outre-mer. l'histoire, et aux anciennes toute l'histoire, c'est comment va réagir la population. Et en fait, il décrit les différents comportements. Donc, c'est une description des réactions qui est à la fois économique et sociale sur les différentes réactions face à cette situation de pénurie qui va s'installer et comment on va réagir à ça. Et quelquefois, il y a un peu de désespérance dans la critique qu'il fait. C'est tellement féroce. La société, donc c'est le regard qui nous renvoie sur nous-mêmes, hein. La société de consommation, où il décrit les caddies débordants de camembert, de vin, de champagne, etc. Et puis les gens, quand ils sont confrontés à cette pénurie, et comment ils vont pouvoir se réorganiser. Alors il y a des choses, je ne vais pas dévoiler, mais parce qu'il faut le lire, il y a des façons de faire. Soit on va essayer de revenir à l'authentique avec ce qui a l'image du jardin créole, ou bien si on va imaginer des choses folles, à savoir qu'on va désasphalter l'autoroute pour pouvoir savoir s'il n'y a pas de la terre en dessous, pour pouvoir replanter. Enfin, il y a une imagination foisonnante qui est servie par une langue qui est effectivement une langue qui est luxuriante. Et Raphaël Confiant, c'est ce que dit la jaquette, Tu peux nous montrer la jaquette. Une nouvelle voie de la créolité à la fois singulière et puissante. C'est-à-dire que... Tu peux nous montrer la jaquette? Oui, je la montre où? Comme ça? Tu la mets devant toi? Non, Non, mais non, juste là comme ça. devant toi. Comme ça? Parce que tu es filmé comme ça. D'accord. Voilà. Et effectivement, il va rejoindre Chamoiseau, il va rejoindre Confiant, il va rejoindre Pépin, il va rejoindre Miguel Duplan. C'est tout à fait cette voie-là, parce qu'il a une façon d'utiliser la langue pour nous décrire et pour décrire le comportement de chacun. Alors, toutes les catégories y passent, hein, c'est-à-dire les nègres, les mulâtres, les béquets, les blancs-france, la réaction. Il nous personne. Mais en même temps, ce qui est important, moi, je crois, et c'est ça le rôle du roman,
c'est qu'il nous permet d'avoir un regard. Nous sommes tellement dans la réalité que quelquefois on n'a pas de recul, alors que le roman nous propose ce recul-là. Et quand il le propose de façon jubilatoire, donc il faut lire La Désapparition. Très bien. Très bien. Je pense qu'on a vraiment fait le maximum pour cet ouvrage. On a envie de lire, là. Ouais, Oui, ouais. merci Oui, oui, Daniel, merci, j'ai Daniel. envie de le Mais il lire. faut nous donner envie d'aller au cinéma. Jingle. On va parler de Plan 75 de Naya Kawashi. Bravo. Je n'ai pas dit chi, j'ai dit chi. Bon, alors, pour une fois, je me suis dit, je ne vais pas vous assommer avec le nom. Ouais, je Ce voulais qu'il dire. faut retenir, c'est que c'est une réalisatrice japonaise. Donc, on a tous les noms du cinéma japonais. Mais c'est un premier film. C'est une jeune femme et c'est un premier film qui a eu, accrochez-vous, ça c'est vraiment important, elle a eu une mention spéciale du jury Caméra d'Or. La Caméra d'Or, je le rappelle, c'est cette compétition transversale de toutes les sections du Festival de Cannes. Et quand je dis toutes les sections, ce sont aussi les sections parallèles que sont la Semaine de la critique et la Quinzaine des réalisateurs. En plus donc du certain regard et de la compétition officielle donc pour la Palme. Donc c'est 26 films en compétition. Cette année, le jury était présidé par l'actrice espagnole, dont bien entendu le nom m'échappe, mais avec la participation de Lucien Jean-Baptiste. Donc vraiment 26 films, et ils ont récompensé donc un film qui parlait de la vie dans les réserves américaines, réalisé par la petite fille d'Elvis Presley, accessoirement Riley Cook. Mais surtout, ils ont tenu à... Ce film a vraiment marqué la quinzaine. Plan 75, pourquoi ? Alors, est-ce que c'est la réalité ? Est-ce que c'est le futur ? Imaginez-vous une société, l'État qui vous propose, à partir de 75 ans, la possibilité de signer un contrat. Ce contrat dispose que vous recevez une grosse somme d'argent, donc on va dire 100 000 €, que vous utilisez à votre guise, et à la suite de quoi vous avez votre décès, tout simplement, et accompagné. Tout est pris en charge par l'État. Donc, quand vous êtes prêt à quitter cette vie, vous avez votre interlocuteur en ligne qui vous suit tout le long, une fois que vous avez signé le contrat. Et là, vous allez être, il faut le dire, euthanasié. Tout simplement euthanasié. Vous pouvez être euthanasié en groupe avec d'autres, là c'est strictement gratuit. Accessoirement, la fameuse somme d'argent, vous l'utilisez comme vous l'entendez, si vous décidez de faire un voyage, si vous décidez de léguer à vos enfants, ou d'ailleurs d'utiliser l'argent pour vos propres obsèques. Et si on change d'idée, si on fait plus de bruit. Alors voilà, c'est toute la question. Tu as signé un contrat. Et le contrat, il s'adresse à ces fameuses personnes qui finalement ont fait la société japonaise. Donc, quelque part, tu rends service à ta société. Tu permets aux nouvelles générations de vivre et de bien vivre. C'est ça le contrat. Et ce contrat aussi, il tient compte du fait que, c'est le cas en tout cas actuellement au Japon, c'est que quand tu es vieux, tu ne sers plus à rien, tu es un poids pour l'État, tu es un poids pour la société. Donc c'est une façon de rendre compte à cette société et de rendre service. Donc tu disparais. Autrement, je suis têtu. Est-ce que le film envisage une rébellion contre le système? Mais non, quand tu signes, tu ne te rebelles pas. Tu acceptes de signer. Et ensuite, tu as le temps qu'il faut. Notre métier n'aurait pas existé, notre métier d'avocat n'aurait pas existé si c'était dans un monde aussi parfait. Mais nous sommes au Japon. Nous sommes au Japon. Nous sommes au Japon. Et c'est un film, alors pour le coup, c'est un film que l'on regarde avec d'autant plus d'attention que l'on est toujours à se dire, mais oui, c'est un film. C'est bien une fiction dont il est question. Mais c'est vraiment ténu. Il faut s'en raccrocher. Quand j'ai lu le script, j'ai eu un moment de confusion, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont encore inventé au Japon? Mais quelques secondes. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont encore inventé? Et se dire, mais c'est vrai qu'ils sont très proactifs sur ces questions de société, en mettant en œuvre des choses qui parfois sont invraisemblables, les robots qui accompagnent les gens. Voilà. Les enfants qui se font renverser pour récupérer des sous par les parents, c'est un film japonais aussi, ça. Oui. Hein, ils sont bons. Et pour le coup, c'est bien la première fois que c'est bien la première fois que l'euthanasie est abordée sous cet angle-là, un angle vraiment étatique. On parle toujours d'euthanasie qui viennent de personnes propres qui décident de quitter cette vie. Là, en l'occurrence, c'est l'État qui propose d'en finir. Pour sortir de cette enveloppe, de cette gangue de tristesse et de chagrin dans laquelle tu nous as mis. Attends, ton actrice, c'est pas Rossi de Palma? Merci. Il suit le petit monsieur, président de là. On va passer à la musique. Jingle.
Alors, un les petit peu de culture. En 1976, le musicien américain Joel Cohen proposait à France Musique, dont il était l'employé, des Saturnales de la musique pour le 21 juin et le 21 décembre lors des deux solstices. Mon cher Christian, ça va sonner pour toi qui connais bien toute la symbolique des choses. Le projet de Cohen a été réalisé le 21 juin dans l'ouest parisien, 21 juin 1976, et à Toulouse. Jacques Lang a par la suite, parce qu'on dit que c'est Jacques Lang qui a inventé, je voulais remettre le clocher au milieu du village. Jacques Lang a par la suite remercié Joel Cohen pour son idée. Le 10 juin 1981, le nouveau ministère du Temps libre organise la fête de la musique et de la jeunesse, un concert gratuit réunissant environ 100 000 personnes, place de la République avec Higelin et téléphone. Et là, Jacques Lang dit, nous répond ça, c'est trop fort, c'est trop bon. Et il lance une fête musicale populaire, la fête de la musique. Alors, c'est très amusant parce que c'était pour célébrer l'arrivée de François Mitterrand, mais en même temps, cet aspect m'intéresse beaucoup plus, le discours du 10 juin 1936 de Léo Lagrange, dont je ne peux pas me dispenser de vous le lire, du Front populaire sur les loisirs. Christian, ça va t'intéresser. Vous tous d'ailleurs. Notre but simple et humain est de permettre aux masses de la jeunesse française de trouver dans la pratique des sports la joie et la santé et de construire une organisation des loisirs telle que les travailleurs puissent trouver une détente et une récompense à leur dû au labeur. Parce qu'en 1936, ce n'était pas comme maintenant. Les choses étaient un petit peu plus dures, plus tough. Voilà, allez-y, défoulez-vous à l'instar de notre fête de la musique. La fête de la musique, vraiment, je n'ai vécu qu'à Fort-de-France et ça a été une surprise et une agréable surprise tout le long. Peut-être au sortir de la pandémie, de 2 années qui ont été un petit peu compliquées, les gens se sont emparés de l'opportunité de la musique. Il y avait tout Fort-de-France, c'était une belle déambulation avec des espaces complètement différents, toutes sortes de styles de musique, avec des DJ, de la musique en live, de la musique enregistrée, du karaoké, du zouk, du reggae, de la musique plus traditionnelle, du tambour. Et c'était vraiment carnaval sans être carnaval, parce que personne n'était déguisé. C'était très familial, convivial et bon enfant. Et avec une vraie appropriation de la ville qu'on a pu traverser sans aucune crainte. Aucun stress. Non, mais enfin, je complète un petit peu parce que c'est vrai que les Martiniquais se sont appropriés cette fête de la musique. Dans beaucoup de communes, il y a eu des manifestations. Le Carbet, Fort-de-France, Chelcher, qui est vraiment le Robert dont on va parler également. Gros Morne, voilà. Il y a eu partout, effectivement. C'est pour ça que je fais un parallèle avec le 22 mai parce que j'ai vu une effervescence également à la fête de la musique. Mais j'ai retenu aussi une exposition qu'il y a eu à l'hôpital Mangovulsin. J'étais très sensible, n'est-ce pas, à cette démarche qu'il y a eu picturale, quoi, de représenter la musique sous toutes les formes, avec des capsules, avec des notes, et je crois effectivement que la fête de la musique, au-delà de l'expression musicale, c'est un champ de créativité. C'est un champ de compréhension aussi, parce qu'il faut des conférences, il faut un peu de tout, quoi, pour que effectivement cette musique joue son rôle, quoi, dans le développement de la société. Mais je crois que c'est une très bonne chose. Plus de 100 pays ont adopté la fête de la musique. Tu as 2 mots à nous dire sur... Alors, particulièrement au Robert, nous avons fait une fête de la musique. J'ai eu l'occasion de sensibiliser, n'est-ce pas, l'Office municipal de la culture. Et nous avons fait une fête de la musique qui s'est très bien passée dans les jardins du bord de mer. Et nous avons eu d'ailleurs l'école du Robert, l'école de centre d'enseignement musical du Robert, qui a fait une prestation avec des adultes. Et j'ai été ravi de voir des adultes, parfois même des retraités, à la clarinette, à la timbale, au chant, parce que ça aussi c'est très important. On parle par exemple des EHPAD, tout ça. La musique, elle a un rôle véritablement qu'on peut développer dans tous ces... Alors nous avons eu cet ensemble Après nous avons une autre formation qui s'appelle Tafia Canfré. Nous sommes des bénévoles, nous avons joué, et il y a eu un public qui était très intéressé, et puis il y a eu aussi le groupe Souche. Mais bon. Le groupe Souche. Voilà. Mais nous avons. Il faut savoir qu'au Robert, il y a un très bel espace, très bel espace. Ça s'appelle la place des Cités Unies. Et souvent, je dis les jardins du bord de mer, mais qui a effectivement, la municipalité a mis en place une scène, non pas un podium, une véritable scène. Et il y a effectivement un espace très intéressant avec des fleurs, avec des plantes, et avec effectivement cet ensemble marin. Et voilà, j'ai eu l'occasion de proposer à la municipalité d'activer cet espace en faisant de plus en plus de manifestations, parce que c'est très important. 2 minutes voilà. Moins que 2 minutes, sur
les pérégrinations fastueuses et magiques du Begin Jazz Alors, Collective. je vais essayer d'être court, mais c'est vrai que, vous savez, par exemple, nous avons fait avec Begin Jazz Collective. Alors, je rappelle que le Begin Jazz Collective, c'est un projet qui a été conçu avec la collectivité territoriale dans le cadre du festival Begin Jazz en 2020. Étant bloqué par le virus, nous avons pensé faire un travail de création. Nous avons créé une résidence de création. Nous avons fait un film sur la Begin et son histoire. Nous avons fait un album et nous avons proposé à la collectivité de faire un groupe qui ira parler au monde, si je puis dire. Des ambassadeurs de la musique. Des ambassadeurs. Alors, très concrètement, nous avons 10 dates, là, dans les festivals en France métropolitaine. Nous avons, mais récemment, c'est-à-dire le 20 et le 21, nous avons joué respectivement à la Défense, sur le parvis de la Défense, et aussi à la Villette. Et ça a été un succès extraordinaire. Je rappelle que c'est un produit martiniquais et guadeloupéen. Nous avons eu plus de 1500 personnes à la Villette, dans une euphorie extraordinaire. J'espère qu'on verra des images. J'ai envoyé les images à la technique, mais apparemment... Voilà. Et à la Villette, il y a une fille qui est venue nous voir en disant c'est le meilleur jazz que j'ai jamais entendu. Vous voyez, sachant que la Villette, avec son festival Tout à fait. Il y a du son, on peut mettre un petit peu de son. Jazz à la Villette, ils ont... c'est Jazz à la Villette, c'est Voilà. un peu ça, ouais. Gérard, je peux dire rapidement, alors Begin Jazz, c'est un outil de promotion du pays. C'est un outil de promotion de notre festival. Hein. On voit bien qu'ailleurs, il y a des festivals qui attirent, c'est ça notre ambition. Begin Jazz, c'est aussi le prolongement, j'ai envie de dire, de Kassav, dans la diversité des expressions antillaises, puisque c'est Guadeloupe-Martinique. Donc Begin Jazz, c'est une fraternité. Haïti aussi. Et Haïti, bien sûr, voilà. Et Begin Jazz, il faut que les médias aussi parlent de ça. Moi, je veux bien qu'on parle de tout ce qui se passe, de YOL, de tout, mais c'est important parce que le marché du travail pour les artistes martiniquais, c'est pas la Martinique seulement. Et de tout temps, depuis 1920. Magnifique. Voilà. Ouais, les images sont magnifiques. C'est la raison pour Donc, laquelle voilà. j'aimerais, s'il y a du son, qu'on l'entende pour finir en beauté et pour dire sur ce son, c'est dommage, parce que les images... Bon, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de son. On me dit qu'il n'y a pas de son. Bah, écoutez, sur ça, on arrive à la fin de l'émission. Je vous remercie ardemment, chaudement de votre participation. Je remercie la technique, David Torres. Je le remercie Mehdi Monrose. Je remercie le petit Jésus aussi de nous permettre d'être vivants et d'être là. À la semaine prochaine.